Je ne me suis jamais considéré comme une personne superstitieuse. J'ai toujours été quelqu'un de rationnel, convaincu que tout pouvait être expliqué de manière logique. Pourtant, il existe des expériences qui échappent à toute explication. Des instants qui défient la raison et laissent derrière eux un vide étrange, une sensation d'être observé par quelque chose d'invisible. Je m'appelle Julien et jusqu'à récemment, je travaillais comme gardien au cimetière Saint-Laurent, un vieux site isolé en périphérie de Lyon. Lorsque j'ai accepté ce poste, je pensais qu'il s'agirait d'un travail calme, presque monotone. Rien de plus que nettoyer les tombes, entretenir les pelouses et trier quelques vieux dossiers dans un petit bureau près de l'ossuaire. Cela semblait parfait pour quelqu'un comme moi, qui a toujours préféré la solitude. Dès mon premier jour, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce cimetière. Ce n'était pas l'endroit typique où les gens viennent pleurer leurs défunts. C'était un lieu figé dans le temps, oublié même par ceux qui y avaient un jour laissé des fleurs. Les tombes étaient recouvertes de poussière et de mauvaises herbes, et bon nombre de pierres tombales étaient si usées que les noms gravés dessus étaient à peine lisibles. Mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas l'état des lieux, mais le silence absolu qui y régnait. La nuit, le seul son perceptible était celui du vent s'infiltrant entre les branches desséchées des arbres. Même les animaux semblaient éviter l'endroit. C'était comme si le cimetière était enfermé dans une sorte de vide, où rien ne changeait et où tout semblait suspendu. La routine était simple, j'assurais l'entretien pendant la journée, et une fois la nuit tombée, ma seule compagnie était une vieille radio que je laissais allumer pour briser le silence. Je m'étais rapidement habitué à cette monotonie, jusqu'à cette fameuse nuit. Je me souviens du ciel couvert de nuages, des réverbères du cimetière projetant des ombres inquiétantes entre les pierres tombales, et de l'air froid qui semblait plus lourd qu'à l'accoutumée. Il devait être aux alentours de minuit quand j'ai décidé de sortir de mon bureau pour marcher jusqu'à l'entrée principale. Je n'avais pas de raison particulière, peut-être juste l'envie de respirer un peu d'air frais ou de rompre la routine. Le portail du cimetière donnait sur une rue déserte, avec un simple arrêt de bus juste à côté. Je n'avais jamais vu personne là la nuit. Aucun véhicule ne passait à cette heure, et le dernier bus était parti depuis des heures. Mais alors que mes yeux s'ajustaient à la faible lumière du lampadaire, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait une jeune femme assise sur le banc de l'arrêt de bus. Sa silhouette était fine, ses longs cheveux tombant délicatement sur ses épaules. Elle portait une robe blanche, simple, qui tranchait avec l'obscurité de la nuit. Mais le plus troublant, c'est qu'elle m'a regardé et a souri. Ce n'était pas un sourire ordinaire, ni un simple geste de politesse. C'était un sourire étrange, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Je n'ai pas ressenti de peur sur le moment, mais un léger malaise, comme si sa présence à cet endroit et à cette heure n'avait aucun sens. Instinctivement, j'ai levé la main pour la saluer. Elle m'a répondu par un petit signe des doigts. Quelque chose dans son regard me disait de ne pas m'approcher, mais en même temps, il m'était impossible de détourner les yeux. C'est à ce moment-là que l'inconfort s'est transformé en un véritable frisson. Il y avait quelque chose qui clochait, et j'étais sur le point de le découvrir. Pendant un instant, j'ai tenté de l'ignorer. Je me suis tourné vers le portail du cimetière, feignant d'être occupé, mais mon esprit répétait sans cesse la même question. Que faisait-elle là, à cette heure-ci? La rue était complètement vide. Aucun bruit de moteur, pas même l'aboiement d'un chien au loin. C'était comme si le monde s'était figé, laissant uniquement cette fille et moi dans ce coin oublié de la ville. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder du coin de l'œil. Elle était toujours là, immobile, avec ce calme dérangeant qui ne correspondait pas à la situation. Et le plus perturbant, c'est qu'elle continuait de sourire, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. L'inconfort grandissait en moi. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une sensation étrange, une pression sur la poitrine qui me faisait sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de faire ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Lui demander si elle avait besoin d'aide. « Ça va ?»
Ai-je crié depuis ma position en essayant de paraître détendu? Ma voix résonna trop fort dans la rue silencieuse, comme si le silence amplifiait chaque mot. Elle ne répondit pas. Elle incline simplement la tête, légèrement, tout en gardant ce sourire. Mon estomac se noua. Ce simple geste me fit reculer d'un pas comme si, instinctivement, je savais qu'elle ne devait pas être là. J'ai regardé autour de moi, cherchant un signe que je n'étais pas seul, mais la rue restait déserte, les lampadaires vacillaient faiblement, et cette sensation de silence oppressant me donna des frissons. J'ai essayé de trouver une explication logique. Peut-être avait-elle raté le dernier bus, peut-être attendait-elle quelqu'un qui n'était pas venu, peut-être était-elle simplement là par hasard. Mais une voix dans ma tête me disait non. Cette fille n'était pas là par hasard. Mon instinct me criait de retourner dans le cimetière, de fermer le portail et de l'ignorer. Mais quelque chose dans ses yeux me retenait, comme si elle me défiait de m'approcher. Après de longues minutes d'hésitation, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait un pas en avant. Si elle était en danger ou avait besoin d'aide, je ne pouvais pas la laisser là. À mesure que je m'approchais, l'inconfort se transforma en quelque chose de plus oppressant. L'air autour d'elle semblait plus dense, plus froid. Quand je fus assez près pour la voir plus clairement, je remarquai un détail qui me figea sur place. Ses yeux n'étaient pas normaux. Ils étaient grands et brillaient d'une manière indescriptible, un mélange de vert et d'or, mais avec une profondeur qui ne devrait pas exister dans les yeux de quiconque. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'approcher d'elle avait été une erreur et qu'il était trop tard pour reculer. Je me suis arrêté net. Quelque chose au plus profond de moi me disait de ne pas faire un pas de plus. C'était une sensation primitive, un instinct de survie qui s'activait sans que je puisse le contrôler. La jeune femme restait assise, me fixant de ses yeux brillants et perçants, avec une expression à la fois curieuse et amusée, comme si elle attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. J'ai dégluti difficilement. Quelque chose n'allait pas. Malgré le froid de la nuit, je sentis une goutte de sueur glisser le long de ma nuque. Cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas la réaction normale de quelqu'un qui venait d'interagir avec un inconnu. Elle ne me demanda pas qui j'étais, ne montra aucune surprise et ne semblait pas le moins du monde inquiète. « Et... » dis-je, cette fois avec plus de prudence. « As-tu besoin d'aide? Tu attends quelqu'un ?» Pendant un instant, elle ne répondit pas. Puis, lentement, elle inclina la tête, comme si elle analysait soigneusement mes paroles. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à peine, et, d'une voix douce, presque un murmure, elle répondit « J'attends le bus ». Le ton de sa voix me donna des frissons. Ce n'était pas seulement sa douceur, mais la façon dont elle semblait résonner étrangement dans l'air. J'essayais de ne pas paraître nerveux en répondant « Le dernier bus est passé depuis des heures, il n'y en aura pas d'autre avant le matin. » L'expression de la jeune femme changea légèrement. Une lueur de préoccupation traversa brièvement son visage. Mais ce fut si fugace que je crus l'avoir imaginé. « Je ne le savais pas, » murmura-t-elle. Mon malaise grandit. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans sa façon de parler, dans la manière dont sa voix flottait dans l'air, comme si elle n'appartenait pas entièrement à cet endroit. Un instant, j'hésitais entre faire demi-tour et m'éloigner sans me retourner, ou rester pour en savoir plus. Et, contre toute logique, je choisis la deuxième option. Écoute, le cimetière est tranquille, personne ne viendra t'y déranger. Si tu veux, tu peux attendre dans mon bureau jusqu'à l'aube. À peine avais-je prononcé ces mots que je le regrettais. Pourquoi avais-je dit ça? Qui, saint d'esprit, inviterait une inconnue à attendre dans un cimetière en pleine nuit? Mais ce qui m'inquiéta le plus, ce ne fut pas ma propre proposition, mais sa réaction. Elle ne sembla pas surprise, elle ne montra ni hésitation ni méfiance. Elle inclina simplement légèrement la tête, me regarda fixement et sourit de nouveau. C'est étrange, mais je crois que je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas?
Elle se leva, et à cet instant, l'air autour de nous sembla devenir plus dense, comme si l'atmosphère elle-même changeait avec son mouvement. Et au plus profond de moi, je sus que j'avais commis une grave erreur. Nous commençâmes à marcher vers le portail du cimetière, et dès le premier pas, je sus que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement l'inconfort de la situation, c'était autre chose, une oppression dans la poitrine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. La jeune femme, qui m'avait dit s'appeler Élodie, marchait à mes côtés en silence. Ses pas étaient incroyablement légers, à peine audibles sur le bitume, comme si elle flottait légèrement au-dessus du sol. En comparaison, mes propres pas résonnaient bruyamment, brisant le silence nocturne comme des coups de marteau. J'essayais de calmer mon esprit. Peut-être étais-je simplement influencé par l'ambiance. Peut-être que l'obscurité, l'environnement, le cimetière, tout cela me jouait des tours. « Tu habites dans le coin ?» demandai-je, tentant de briser le silence. Élodie tourna lentement la tête vers moi, affichant un léger sourire. « Non, pas vraiment. » Sa réponse fut brève, mais ce qui m'inquiéta ne fut pas le manque de détails, mais la manière dont elle l'avait dite, comme si ces mots portaient un sens caché que je n'étais pas censé comprendre. Nous arrivâmes enfin au portail du cimetière. Je plongeai la main dans ma poche pour en sortir la clé, mais mes doigts étaient si froids que je mis plus de temps que d'habitude à la tourner. Le grincement des gonds métalliques résonna dans le calme de la nuit, me faisant frissonner. Nous empruntâmes l'allée principale, bordée de pierres tombales usées et de statues couvertes de mousse. Les ombres projetées par les lampadaires semblaient légèrement bouger, bien qu'il n'y ait pas de vent. Élodie marchait toujours à mes côtés, avec ce calme inexplicable. C'était comme si rien dans cet environnement ne lui semblait étrange ou dérangeant, tandis que je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à chaque coin sombre, m'attendant à y voir quelque chose que je ne voulais pas découvrir. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle soudain, sa voix douce brisant le silence de façon abrupte. « Non, seulement depuis quelques semaines. » répondis-je, reconnaissant pour la distraction. « C'est un travail tranquille, parfois un peu trop solitaire. » Elle sourit, mais ce sourire était différent. Ce n'était ni amical ni chaleureux. C'était vide, comme si elle imitait un geste humain sans en comprendre vraiment le sens. Nous arrivâmes enfin à la petite cabane près de l'ossuaire. Je sortis une autre clé pour ouvrir la porte et lui fit signe d'entrer la première. Ce n'est pas très confortable, mais il y a une chaise et du café, dis-je en essayant de paraître détendu. Ça ira, c'est parfait, répondit-elle, entrant sans la moindre hésitation. Et dès qu'elle franchit la porte, l'atmosphère changea complètement. L'air à l'intérieur était plus lourd, plus oppressant. C'était comme si la pièce avait absorbé quelque chose, ou comme si autre chose était entrée avec elle. Je fermai la porte derrière nous, mais à cet instant, je réalisais que je n'étais pas en train de l'enfermer avec moi. C'était moi que j'enfermais avec quelque chose que je ne comprenais pas. À peine la porte fermée, le silence devint encore plus oppressant. Ce n'était pas le calme habituel d'une nuit tranquille, mais un silence qui semblait absorber le moindre son, ne laissant que l'écho de ma propre respiration. Élodie s'assit sur la chaise près de mon bureau sans prononcer un mot. Ses gestes étaient fluides, presque inhumains, comme si chacun de ses mouvements était parfaitement calculé. J'essayais de masquer mon malaise en feignant de feuilleter quelques papiers, mais mes mains tremblaient légèrement. J'ignorais pourquoi j'étais aussi nerveux. L'air dans la pièce semblait plus dense, comme si la température avait chuté brusquement de plusieurs degrés. Une légère odeur sucrée, rappelant celle de fleurs fanées, imprégnait l'atmosphère, un parfum qui n'était pas là avant. « Tu veux du café ?» demandai-je, juste pour briser le silence. Élodie esquissa ce même sourire énigmatique qu'elle m'avait montré à l'arrêt de bus. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais une expression étrange mêlée de curiosité et d'autres choses. « Non, merci, ça ira », répondit-elle de sa voix douce, qui semblait flotter dans l'air.
J'essayais d'engager la conversation, lui demandant d'où elle venait, si elle habitait à proximité. Mais ses réponses étaient vagues, presque creuses. Elle évitait les détails, comme si elle ne voulait rien révéler sur elle-même. En revanche, elle semblait fascinée par moi, m'observant avec une intensité qui me mettait mal à l'aise, me donnant l'impression d'être exposée, vulnérable. « Tu ne te sens jamais seule ici la nuit ?» demanda-t-elle soudainement, penchant légèrement la tête. « Parfois, » répondis-je en haussant les épaules. « Mais je m'y suis habitué. » Elle hocha lentement la tête, analysant visiblement mes mots. Son regard ne quittait pas le mien, et cela accentuait ma tension. Un silence encore plus pesant s'installa, presque insupportable. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose d'autre dans la pièce, quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, qui m'observait. Élodie se leva brusquement de sa chaise. Son mouvement était si rapide et fluide qu'il me fit sursauter. Elle s'approcha de l'étagère où je rangeais quelques vieux livres, effleurant la poussière du bout des doigts. « Cet endroit dégage une drôle d'énergie, tu ne trouves pas ?» murmura-t-elle, sans se retourner. Je déglutis, sentant ma gorge se nouer. « C'est un cimetière. J'imagine que c'est normal. » répondis-je, tentant de paraître détendu. Mais ma voix trahissait ma nervosité. Elle se retourna lentement, plantant son regard dans le mien. « Ce n'est pas le cimetière. C'est autre chose. » Ses paroles me glacèrent le sang. Il y avait dans son ton une gravité qui me fit comprendre qu'elle ne parlait pas de manière figurée. Je détournai les yeux, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais au fond de moi, je savais que je ne maîtrisais plus rien et que j'avais laissé entrer quelque chose ici qui n'aurait jamais dû franchir cette porte. L'air devint encore plus lourd, chargé d'une énergie inexplicable. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas du tout, mais mon corps refusait de réagir. Élodie était toujours là, debout près de l'étagère, m'observant avec ses yeux trop profonds, trop perçants. Son sourire n'était plus seulement énigmatique, il était devenu dangereux. Je sentis qu'il fallait agir, rompre ce silence, changer l'atmosphère, fuir cette sensation oppressante. « Tu es sûr que tu ne veux pas de café ?» insistai-je, me levant pour m'en servir une tasse, même si mes mains tremblaient légèrement. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha lentement, ses pas à peine audibles. Lorsqu'elle s'arrêta à côté de moi, je perçus de nouveau ce parfum sucré, plus intense cette fois, presque enivrant. « Tu es nerveux ?» murmura-t-elle d'un ton faussement léger. Je déglutis difficilement. « Non, pourquoi je le serais ?» Élodie incline la tête, son sourire s'élargissant légèrement. Il y avait dans son expression quelque chose d'inhumain, un éclat étrange dans ses yeux, comme si elle se délectait de mon malaise. « Parce que tu n'arrêtes pas de bouger, » dit-elle en faisant glisser lentement sa main sur la table, savourant chaque seconde. Ma respiration devint plus saccadée. Sa présence était oppressante, hypnotique, comme un piège dans lequel j'étais tombé sans m'en rendre compte. Elle fit un pas de plus, réduisant encore la distance entre nous. Sa robe blanche semblait presque irréelle sous la lumière tamisée du bureau, et sa peau avait une lueur étrange, subtilement irréaliste. « Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le crois, » susurra-t-elle, en se penchant légèrement vers moi. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas de la peur, du moins pas une peur normale. C'était plus profond, un mélange de danger et de fascination irrésistible. Mon corps me criait de fuir, mais mon esprit restait figé, prisonnier de son regard et de sa proximité. « Tu ne sembles pas si habitué à être seul, » murmura-t-elle en glissant ses doigts sur mon bras, frôlant à peine ma peau. La température de la pièce chuta brusquement. Un frisson glacial me parcourut l'échine, et c'est à ce moment précis que je remarquai quelque chose d'effrayant. Son reflet dans la vitre derrière elle n'était pas le même. Son reflet dans la vitre était déformé, comme si la lumière refusait de le refléter correctement. Et, l'espace d'un instant, ses yeux brillèrent d'un éclat anormal, trop intense pour être humain. Mon cœur s'arrêta un court instant. Quoi qu'Élodie soit,
Ce n'était pas une personne normale. L'air dans la pièce devint insupportablement lourd. Chaque respiration me demandait un effort considérable, comme si quelque chose d'invisible compressait ma poitrine. Mais le plus effrayant restait ce reflet dans la fenêtre, cette silhouette distordue, ses yeux illuminés d'une teinte surnaturelle. Mon instinct hurlait de m'enfuir, que quelque chose d'horrible était sur le point d'arriver. Mais avant que je ne puisse réagir, elle posa doucement sa main sur mon bras. Une sensation glaciale traversa ma peau. Ce n'était pas un froid ordinaire. C'était comme si son toucher aspirait directement la chaleur de mon corps. Je tentais de reculer, mais mes jambes étaient lourdes, comme figées. Ma vision se brouilla un instant et la pièce sembla tourner autour de moi. « Julien, as-tu peur ?» chuchota-t-elle, sa voix résonnant trop près de moi, comme si elle s'insinuait directement dans mon esprit. J'ouvris la bouche pour répondre, mais mon corps devint soudainement trop faible. La lumière vacilla, projetant des ombres tremblotantes sur les murs. Et puis, tout s'éteignit. Je me réveillai avec une douleur aiguë à la tête. Le sol froid du bureau pressait contre ma joue et une forte odeur de terre humide emplissait mes narines. Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant de retrouver mes repères. Je me sentais étourdi, comme si mon corps avait été ailleurs pendant des heures. En tentant de bouger, une douleur intense irradia mes bras et ma poitrine. Ils étaient couverts d'éraflures. Ce n'étaient pas des égratignures superficielles. Elles étaient profondes, longues, comme si des griffes acérées avaient lacéré ma peau pendant que j'étais inconscient. La panique m'envahit d'un coup. Je me redressai brusquement, cherchant Élodie des yeux. Mais elle n'était plus là. Je balayai la pièce du regard, le cœur battant à tout rompre. L'air était toujours chargé de cette énergie étrange. La chaise où elle s'était assise gisait au sol, renversée violemment. Des papiers étaient éparpillés partout, témoignant d'un chaos survenu pendant mon inconscience. Tremblant, je me levai avec difficulté. Mes jambes étaient faibles, comme si toute mon énergie avait été aspirée. Puis mon regard se posa sur la porte. Elle était verrouillée de l'intérieur. Ma respiration s'accéléra. La clé était toujours dans ma poche. Alors, comment diable Élodie avait-elle pu sortir? Un frisson glacial parcourut mon échine. Quelque chose ne tournait pas rond. Et le pire de tout, je savais que je n'étais pas seul dans la pièce. Mon cœur battait si fort que je pouvais sentir ses pulsations jusque dans mes tempes. Tout semblait à la fois familier et étrangement déformé, comme si la réalité elle-même s'était altérée. Je m'approchai lentement de la porte, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Ma peau brûlait encore à cause des éraflures et les questions se bousculaient dans mon esprit. Comment avait-elle disparu? Avais-je halluciné? Quelqu'un d'autre était-il là pendant que j'étais inconscient? Je pris une profonde inspiration pour tenter de calmer mon esprit. J'avais besoin de réponses. C'est alors que j'entendis des pas lourds s'approcher dans le couloir de pierre à l'extérieur. Je déglutis, incapable de deviner ce qui m'attendait. La porte s'ouvrit brusquement et dans l'encadrement apparut Monsieur Laurent, l'administrateur du cimetière. Son visage changea radicalement en me voyant. « Julien, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Son regard scruta mes bras lacérés et ma chemise tachée de sang séchée. Inutile de cacher la vérité. Quelque chose d'horrible s'était produit et je n'avais aucune explication. Je ne sais pas, murmurai-je, la voix tremblante. Il y avait une fille, elle s'appelait Élodie. Elle était à l'arrêt de bus et... Les mots s'étranglèrent dans ma gorge en voyant le visage de Monsieur Laurent. Il était devenu livide, presque gris. Il resta silencieux un moment, les lèvres pincées, son regard sombre. Il semblait déjà connaître cette histoire. Sans un mot, il s'avança vers une vieille armoire en bois et ouvrit l'un des tiroirs. Il fouilla parmi des papiers poussiéreux, puis en sortit un vieux journal jauni qu'il posa sur la table. « Regarde ça. » Les mains tremblantes, je dépliai le journal. Mes yeux parcoururent la page et un frisson glacial me traversa le dos. C'était un article datant d'1 an. Jeune femme brutalement assassinée en attendant le bus devant le cimetière. Mon estomac se noua en voyant la photo en noir et blanc.
C'était elle, Élodie. Voici la suite en français, fidèle à vos consignes. Le même sourire, la même robe blanche, le même regard profond et troublant. Ce n'était pas possible. Non, c'était impossible. Je lus l'article, les yeux écarquillés. L'article racontait qu'une jeune femme nommée Élodie Martin avait été agressée en pleine nuit alors qu'elle attendait le bus, exactement à l'arrêt où je l'avais rencontrée. Elle avait été victime d'un vol avec violence. L'assaillant l'avait poignardée à plusieurs reprises avant de s'enfuir, la laissant mourir sur le trottoir glacé. La date, exactement 1 an avant cette nuit. Je portais la main à ma bouche, l'estomac noué. J'avais parlé avec elle. Elle avait été dans le bureau avec moi. Je l'avais sentie près de moi. J'avais senti la froideur de sa peau, mais Élodie était morte depuis 1 an. Alors, qu'est-ce qui avait été avec moi cette nuit? Le journal tremblait entre mes mains tandis que mes yeux restaient fixés sur cette photo. C'était indéniable. Il n'y avait aucun doute possible. C'était elle. Je restais silencieux, cherchant désespérément une explication logique. Peut-être était-ce quelqu'un qui lui ressemblait? Une simple coïncidence? Non, c'était elle. Un frisson glacial parcourut mon dos lorsque M. Laurent s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Son visage était grave, trop grave pour un homme habitué à travailler dans un cimetière. « Tu n'es pas le premier à la voir, Julien », dit-il d'une voix basse, presque comme s'il craignait que quelqu'un d'autre puisse entendre alors que nous étions seuls. Je me tournai vers lui, confus. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je, même si au fond de moi, je redoutais déjà la réponse. Laurent s'assit face à moi, ses mains jointes sur la table. Son expression trahissait un savoir qu'il n'osait partager. Depuis ce meurtre, certains employés et même des visiteurs disent l'avoir vu à cet arrêt de bus, toujours la nuit, toujours seul. Il fit une pause, inspirant profondément. On dit qu'elle semble attendre quelque chose, ou quelqu'un. Je déglutis, l'air devenant à nouveau plus lourd. Attendre quoi? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Laurent me fixa droit dans les yeux. Personne ne le sait, mais certains pensent qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, ou pire, qu'elle le sait et qu'elle cherche quelqu'un pour l'accompagner. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je repensais à son sourire, à ses réponses évasives, à la façon dont elle m'observait, analysant chacun de mes gestes. Un nœud se forma dans mon estomac. « Et qu'est-ce qui arrive aux personnes qui la voient ?» demandai-je, bien que je sache que je ne voulais pas vraiment entendre la réponse. Laurent baissa les yeux un instant, hésitant visiblement à continuer. « Certains disparaissent, dit-il enfin. D'autres se réveillent comme toi, couverts de griffures, sans souvenir précis de ce qui s'est passé. Mais il y a un point commun. Ils ne sont jamais les mêmes. C'est comme si elles laissaient quelque chose en eux. Quelque chose qui ne s'en va jamais. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Chaque mot résonnait en moi, correspondant parfaitement à ce que j'avais vécu. Je me levai brusquement, le journal toujours à la main. « Je ne peux pas rester ici », dis-je, la voix tremblante de peur et de colère. « Pas après ça. » Laurent acquiesça lentement. Il n'essaya pas de m'arrêter. Il ne me demanda pas de me calmer. Il dit seulement « Fais attention, Julien. Parfois, quand tu croises quelque chose qui ne vient pas de ce monde, peu importe à quelle distance tu t'éloignes, il se peut que tu ne t'en libères jamais. » Ces mots résonnèrent en moi alors que je rassemblais mes affaires à la hâte, les mains tremblantes. Chaque recoin du cimetière semblait différent désormais, comme si quelque chose m'épiait dans l'obscurité. Les paroles de Laurent tournaient en boucle dans ma tête. « Il se peut que tu ne t'en libères jamais. » Je quittai le petit bureau sans me retourner. L'air froid de la nuit me frappa, mais ce n'était pas seulement la température. Il y avait une lourdeur dans l'atmosphère, une sensation étouffante. Je remis les clés du portail à Laurent qui les prit sans dire un mot de plus.
Son silence était plus inquiétant que ses avertissements. Je marchais vers la sortie, le bruit de mes pas résonnant dans le silence oppressant. À chaque pas, je sentais une pression invisible sur ma poitrine, un poids qui ne disparaissait pas malgré la distance que je mettais entre moi et le cimetière. Juste avant de franchir le portail principal, je ne pus résister. Je m'arrêtai et me retournai pour jeter un dernier regard vers l'arrêt de bus. Il était vide. Le vieux banc en métal rouillé était là, éclairé par la lumière vacillante du lampadaire. Pas de trace d'Élodie, ni de son sourire inquiétant, ni de sa présence hypnotique. Mais au moment où je fis un pas vers la rue, un frisson glacé parcourut mon échine. Cette sensation familière et inévitable, celle d'être observé. Mon cœur accéléra alors que mes yeux scrutaient l'obscurité. Il n'y avait personne, mais je le sentais, et puis je la vis. Je ne sais pas comment je ne l'avais pas remarquée plus tôt, mais elle était là, assise sur le banc, exactement au même endroit que la première fois. Sa robe blanche semblait encore plus pâle sous la lumière tremblotante. Ses yeux, sombres et profonds, étaient fixés sur moi. Et son sourire, ce même sourire énigmatique, éternel, comme si elle savait que cette histoire n'était pas terminée. Je restais figé. Chaque fibre de mon corps me criait de courir, de ne pas la regarder, de la laisser là. Mais je ne pouvais pas bouger. Nous restâmes là, séparés par quelques mètres seulement, nous fixant en silence. Le temps semblait suspendu, lourd et oppressant. Finalement, je trouvai la force de détourner le regard et de marcher, forçant mes jambes à avancer. Je refusais de me retourner, mais en m'éloignant, je ressentis quelque chose d'encore plus terrifiant que son regard. Une certitude absolue, gravée au plus profond de mon esprit. Ce n'était pas terminé. Peu importe à quelle distance je m'éloignais du cimetière. Peu importe si je fermais les yeux ou si j'allumais toutes les lumières de chez moi. Élodie serait là, en train d'attendre. Peut-être dans un coin de mon esprit, peut-être dans le reflet d'une vitre, ou peut-être juste derrière moi, à cet instant précis, parce qu'une fois que tu l'as vue, elle ne cesse jamais de te voir.